Voilà comment ça marche. Ce soir, nous avons le privilège, nous avons l'honneur d'avoir 5 formidables invités. Nous avons le docteur Ali Abdraman Hagar, qui est membre du panel des éminentes personnalités du mécanisme africain d'évaluation par les pairs Mayeb, ancien recteur de l'université de N'Djamena et recteur de l'université HEC Tchad. Nous avons Karl Malan, qui est donc le directeur des opérations de la fondation Ecobank. Nous avons le docteur, nous avons Cassandre, donc, qui est directrice Afrique de ID Insight. Et puis, nous avons Assia Sidibé, qui gère un fonds d'investissement des Nations Unies en Afrique. Tout à l'heure, je vais vous la présenter. Et puis, nous avons le docteur Mahama Awedraogo, qui est le directeur du département des ressources humaines, sciences et technologies de la Commission de l'Union africaine. Donc, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, ce dimanche, nous allons donc parler de la pandémie du Covid et de son impact sur l'emploi, de son impact sur l'entreprise, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment mieux gérer son entreprise, comment retrouver un emploi durant le Covid et après le Covid. Donc, comme vous le savez, la pandémie du Covid a eu un effet dévastateur donc, en Afrique, notamment dans l'économie informelle. Notre économie informelle en Afrique fait travailler environ 400 millions de personnes et les mesures de confinement qui ont été prises par les gouvernements ici et là ont eu un impact extrêmement négatif sur nos économies. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont dû laisser tomber leurs entreprises, il y a beaucoup de personnes qui ont probablement perdu leur emploi ou qui sont en face de le perdre. Donc, le secteur informel en Afrique compte à peu près 90 à 95 millions d'entreprises qu'on appelle micro, petites et moyennes entreprises. Donc, ces micro, petites et moyennes entreprises emploient énormément de personnes. On estime que 84% de ces entreprises travaillent dans le secteur du commerce général, dans le secteur de l'hôtellerie ou de la restauration, de la petite industrie ou de l'agriculture ou même du tourisme. Ces entreprises emploient environ 300 millions de personnes et par comparaison au secteur public, les fonctions publiques africaines, l'ensemble des fonctions publiques africaines réunies n'emploient que 66 millions de personnes. Donc, vous voyez que le secteur informel ou le secteur de la micro, petite et moyenne entreprise emploie énormément de personnes. Le secteur donc, de la très grande entreprise en Afrique n'emploie que 60 à 65 millions d'individus. Donc, en comparaison, le secteur dont nous allons parler ce soir est un secteur pourvoyeur d'emplois, c'est un secteur essentiel de notre économie. C'est aussi le secteur qui va probablement transformer notre continent et faire de l'Afrique ce qu'elle sera à partir à la fin de la pandémie. C'est aussi le secteur dans lequel la plupart des innovations se font en ce moment. Vous avez certainement entendu parler du M-Pesa, donc, qui est le premier modèle de mobile money en Afrique qui a été créé au Kenya et il a été créé, bien entendu, à partir aussi du secteur informel. Alors, les premières estimations de l'Organisation internationale du travail indiquent une hausse significative du chômage et du sous-emploi dans le du Covid. Et bien entendu, le secteur informel n'est pas épargné. Dans ces conditions qui sont extrêmement dures, que devons-nous faire? Que doivent faire les jeunes promoteurs des micro, petites et moyennes entreprises? Que doivent faire les jeunes en recherche d'emploi ou les jeunes qui ont un emploi et dont les emplois sont en ce moment menacés? Donc, pour parler de ça, j'ai avec moi, bien entendu, Assia Sidibé, j'ai avec moi aussi Cassandre, j'ai avec moi Karl, j'ai avec moi Dr Ali et puis Dr Mahama, qui sont tous chacun et chacune des experts dans leur domaine. Donc, je vais poser des questions à nos invités et bien entendu, ils vont d'abord se présenter, dire ce qu'ils ou elles font et ensuite répondre à nos questions. Donc, je vais leur demander de se présenter. Assia, bonsoir. Assia. Assia, you're on mute. Assia. Désolée, j'étais en mute.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis Asia Sidibé, je dirige Unit Life, qui est un fonds des Nations Unies qui travaille sur des mécanismes de financement innovants pour lutter contre la malnutrition chronique. Et avant cela, je travaillais à l'agence spécialisée de l'Union africaine, African Risk Capacity, au sein de laquelle nous réfléchissions et nous trouvions des solutions et des outils afin de financer le risque climatique tel que la sécheresse et les inondations au niveau des différents États de l'Union africaine. Alors, Ali. Oui, bonsoir. Bonsoir Amine, bonsoir à tous les participants. Je m'appelle Ali Abdraman Agar. Je suis un enseignant à l'université d'Njamena. J'ai assumé plusieurs responsabilités. Pour l'instant, je suis membre du panel des éminentes personnalités du MAEP et je continue de dispenser des cours à l'université d'Njamena et je suis le promoteur d'une université privée, HEC Tchad, université HEC Tchad pour les autres, et Tchad pour les Tchadiens. Voilà, et merci pour l'initiative. Bonsoir Karl. Bonsoir Amine, bonsoir à tout le monde. Je suis Karl Molan, je travaille pour la fondation Ecobank basée à Lomé. Et mon parcours professionnel a été prédominamment dans les organisations internationales, avec beaucoup d'aspects sur la question du financement de la santé. Aujourd'hui, je m'occupe principalement de questions de système pour le développement de la philanthropie en Afrique. Bonsoir Cassandre. Bonsoir Amine, bonsoir tout le monde. Alors, je suis Cassandre Pignon, je suis la directrice pour l'Afrique de l'Ouest de ID Insight. ID Insight, c'est une structure qui utilise des outils de recherche quantitatifs et de data science pour appuyer tous les acteurs du développement, à commencer par les gouvernements, dans la lutte contre la pauvreté. Moi, je suis basée à Dakar. J'ai passé toute ma carrière sur le continent africain et j'en ai retiré énormément. J'ai travaillé chez McKinsey, au sein de la Fondation Blair pour un certain nombre de ministres et de chefs de gouvernement africains ou aux Nations Unies. Et merci beaucoup Cassandre. Bonsoir Dr Ouedraogo. Bonsoir Amine, bonsoir tout le monde. Moi c'est Ouedraogo Mahama. Je suis le directeur des ressources humaines, sciences et technologies à la Commission de l'Union africaine. On s'occupe essentiellement des questions de l'éducation, le renforcement, le développement du capital humain et la question des jeunes avec, bien sûr, toutes les questions liées à la science et technologie. Ce que nous faisons, c'est tout simplement essayer de coordonner les politiques au niveau du continent en ce qui concerne ces trois domaines, éducation, sciences, technologie et jeunesse. Merci. Alors, bonsoir donc à tous nos invités. Nous allons commencer donc par notre première question qui s'adresse à Asia. Asia, en tant que responsable de la gestion d'un fonds pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes auprès des Nations Unies, quelles sont les solutions que vous entrevoyez pour mieux encadrer les activités informelles, les micros, les petites et les moyennes entreprises, des jeunes et des femmes dans cette période extrêmement difficile pour nos sociétés et aussi pour nos économies? Et quels sont les modèles de financement qui sont disponibles et ensuite comment y accéder? Très bien, merci Amine. Donc, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que la difficulté de la question, c'est que le propre du secteur informel, c'est justement qu'il échappe quelque part à la régulation de l'État. Donc, tu l'as bien dit, plus de 300 millions de personnes travaillent dans le secteur informel. Et un élément important, c'est qu'une partie du secteur informel, une grande partie, c'est aussi l'agriculture de subsistance. Et les services à la personne, les services à domicile. Par exemple, on a beaucoup de femmes et de mères seules qui sont des cuisinières ou des employées de maison. Et pour ce segment-là de la population, je crois qu'il y a des exemples intéressants de mesures de protection sociale. Donc, ça fait déjà quelques années que les États ont commencé à recenser leurs populations les plus vulnérables. Et je pense que
la crise, la pandémie du Covid a permis à certains de ces pays d'utiliser ces outils-là afin de pouvoir mettre en place ou plutôt d'étendre des programmes de protection sociale. C'est le cas, je pense, au Togo, c'est le cas au Sénégal, c'est le cas au Mali, c'est le cas dans plusieurs pays. Donc, protéger les plus vulnérables. La deuxième chose, c'est donc tout ce qui est, et tu as brièvement évoqué la question de l'innovation, tout ce qui est micro, petit entrepreneur, PME. Et donc, comme je disais, la difficulté du fait que ce sont des entreprises qui échappent quelque part à l'État, je pense que c'est important que, quelque part, on trouve un moyen de faire en sorte que l'environnement réglementaire les prenne en compte. Et on a des exemples intéressants avec le Covid. Par exemple, il y a un exemple d'un jeune micro-entrepreneur au Ghana qui a créé une innovation qu'il a appelée le Solar Wash. Donc, c'est une espèce de station de lavage de mains solaire et complètement automatisée. Et je trouve que c'est un exemple assez intéressant parce que dans le cadre de cette innovation-là, l'agence de certification donc gouvernementale a facilité la certification de cette innovation. Et puis le gouvernement a travaillé avec lui à travers ses différents services pour l'aider à structurer son innovation et en faire une usine qui pourrait produire jusqu'à 2000 stations par jour et donc permettre quelque part de sortir de l'informel. Donc, je pense que l'État continue à avoir un rôle à jouer et doit jouer son rôle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que le financement est important. Et le financement est déjà compliqué quand on est dans l'économie formelle sur notre continent. Mais quelque part, avec la crise que nous sommes en train de connaître, au-delà des programmes initiaux qui existaient d'accompagnement et de financement des micro-entrepreneurs, il n'y en a pas beaucoup, on a également de nouveaux programmes qui se développent. Bon, j'imagine que Carl d'EcoBank étant sur le panel, on pourra parler notamment de ce qui est en train de se faire avec le secteur privé. Donc, je pense que la difficulté qu'on a là, c'est que les gros partenaires rencontrent des limites à financer des montants aussi petits, les montants dont ont besoin ces micro-entrepreneurs. Mais la solution existe sur le continent. La solution existe à travers le secteur privé. La solution existe à travers le business et puis de nombreux programmes qui existent. Donc, je pense l'environnement, le financement et puis bien sûr les programmes d'accompagnement pour que ces entreprises-là puissent structurer leur innovation et les amener petit à petit vers du formel. Alors, merci beaucoup, donc, Assia. Nous allons demander à Cassandre, donc, qui est experte aussi en matière de politique publique. Hein. En ce moment, on dit que le Covid est une tragédie, mais beaucoup disent aussi que cette pandémie est une opportunité pour accélérer le changement en Afrique. Donc, comment vois-tu ces changements se faire à un moment où tout le monde est confiné à la maison, les gens ne travaillent quasiment plus, les entreprises ne fonctionnent quasiment plus, la création de richesses est extrêmement ralentie, mais pourtant, on considère que le Covid, c'est aussi une opportunité. Et donc, si le Covid est un accélérateur de changement, est-ce qu'il y a des signes? Quels sont ces signes? Comment est-ce qu'on peut les identifier? Et si on les connaît, comment est-ce qu'on peut éventuellement faire en sorte qu'on puisse accélérer le changement en Afrique et surtout au bénéfice des plus jeunes? Cassandre? Oui, absolument. Alors oui, effectivement, cette crise, c'est une crise, c'est une difficulté à pas mal de niveaux. C'est vrai que cette crise du Covid, on prévoit que ça va être un retour en arrière, notamment pour les plus vulnérables. Ça va être très dur d'atteindre les objectifs du développement durable qui étaient pourtant pour ça, même ceux qui étaient en passe, je dirais, en bonne voie. Mais en même temps, comme tu le dis, c'est une opportunité et on voit des signes de changement, des signes positifs. Alors, bon, d'un point de vue personnel, moi, je suis optimiste en général et puis je suis afro-optimiste en particulier. Et donc, j'ai tendance aussi à voir ça. Mais c'est vrai que cet optimisme par rapport à l'Afrique, c'est quand même un mouvement de fond qui a commencé bien avant le Covid, ça fait une bonne quinzaine d'années déjà maintenant qu'on a des signes de changement sur le continent, des signes forts.
On a un meilleur financement des PME, on a une explosion des financements des PME par rapport à ce qu'il y avait une quinzaine d'années. On a une explosion des startups sur un certain nombre de hubs et puis de plus en plus de hubs. On avait Nairobi, maintenant on a Lagos, on a Dakar. En fait, l'Afrique est devenue d'une certaine manière une terre d'innovation sur tout un nombre de secteurs, que ce soit surtout de services aux populations au bottom of the pyramid, hein, le secteur les clients du bottom of the pyramid, que ce soit en e-health, e-finance, e-ag, e-education. On voit ça aussi avec le retour de la diaspora. Donc, tout ça ensemble, c'était enthousiasmant avant le Covid. Et je dirais que même si le Covid y a mis un petit frein, il y a aussi un certain nombre de choses qui s'accélèrent. Alors, dans les choses qui s'accélèrent, bon, il y en a un, je dirais, d'une certaine toute proportion gardée. Je dirais que potentiellement, il va y avoir une opportunité pour un segment de la jeunesse africaine dans le Covid. Dans le fait que les plus grandes structures, elles vont y réfléchir à 2 fois avant de ramener des expats. Une fois le Covid derrière nous, il va y avoir un certain nombre de postes, d'opportunités sur lesquels les plus grandes structures, même les structures moyennes, vont vouloir ramener des talents du continent. Donc là, déjà, on a une opportunité pour un certain nombre de jeunes. Mais pour parler plus précisément des signes, je dirais qu'il y a 2 signes assez clairs qu'on voit en ce moment pendant cette crise du Covid. Le premier, c'est une accélération de tout ce qu'on voit Tech for Good. Donc, c'est tous ces outils de technologie je veux dire, qui sont là pour servir l'intérêt général. Et il y a un regain d'intérêt pour ces outils. Il y a des financements qui sont en train de se mettre en place pour permettre le développement rapide de ces outils. Donc, ces outils, c'est quoi? C'est des outils souvent locaux, hein, développés par des PME africaines locales, souvent par des talents de la diaspora, sur tout ce qui est, que ce soit le suivi, l'appui technologique pour résoudre les aspects plus sanitaires, le tracing de population, que ce soit pour mettre en place des programmes d'éducation sur une base digitale. Je pense par exemple aux gens de Rising Academy, que ce soit pour pouvoir mettre en place des financements, enfin du Cash Transfer Program, je pense au Togo qui est en train de mettre ça en place. Donc ça, c'est un des signes. Le deuxième des signes que je vois, c'est une accélération cette fois-ci du côté des gouvernements dans leur intérêt pour comprendre ce qui se passe sur les territoires et pour véritablement utiliser la donnée probante pour avoir des programmes pour les populations vulnérables qui soient plus efficaces et qui fonctionnent mieux. Donc, c'est vraiment une démarche d'amélioration des politiques publiques qui se passe en parallèle. Donc, voilà, moi, c'est les 2 grands signes que je vois aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à Cassandre. Donc, il y a beaucoup d'améliorations, il y a des signes et ces signes sont essentiellement liés en fait au mode de financement. On essaye d'une manière ou d'une autre de faciliter l'accès au financement. Il y a des questions que les internautes sont en train de poser. Il y a un internaute qui dit justement, elle prend l'exemple de la Guinée où il y a des coopératives de femmes forestières notamment donc, qui sont mises en place, qui essaient tant bien que mal d'accéder au financement, mais elles ne savent pas trop comment le faire. Donc, nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Je vais passer à Karl. Karl, nous avons parlé, donc les 2 précédentes intervenantes ont dit plus haut, bien entendu, tout le monde dit que le Covid met en péril donc, la vie de millions de micro, petites et moyennes entreprises en Afrique. Les banques, toutefois, tentent de trouver des solutions en collaboration très souvent donc, avec les gouvernements. Plusieurs banques ont essayé, par exemple, d'alléger les critères commerciaux, les critères d'accès au crédit, mais les micro, petites et moyennes entreprises ont toujours du mal à accéder donc, au financement. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous quelles sont les difficultés, à ton avis, auxquelles font face les micro, petites et moyennes entreprises? Pourquoi est-ce qu'elles ont du mal, ces petites entreprises individuelles ou collectives, à accéder au financement? Et ensuite, en tant que banquier, que crois-tu que ces entreprises doivent faire et que font les banques aussi en même temps pour aider et mieux informer ces potentiels clients?
Karl, à toi. Merci Amine, parce que Asia avait touché déjà ce point sur la question du secteur informel qui n'est pas enregistré. Et je pense que c'est le premier élément qui est le plus difficile pour pouvoir accéder à la palette de produits qui existent. Mais je pense qu'au début, il faut déjà se poser la question de l'accès au marché et le type de produits qui vont être vendus pour pouvoir attirer la clientèle nécessaire. Et très souvent, on ne fait pas ce lien avec ces différents éléments. On saute tout de suite à la nécessité, en quelque sorte, d'avoir accès à des financements. Mais pour déjà penser à un financement, c'est-à-dire qu'on veut étendre le marché ou le produit qu'on a à d'autres secteurs d'activité. Et ça, c'est très important pour toute entreprise qui commence de pouvoir faire la jonction entre le produit qu'elle fait pour qu'il soit disponible à un prix qui permet d'être acheté, mais aussi de pouvoir identifier les clients, notamment au niveau national, mais aussi en dehors des frontières, et sortir du modèle d'avoir juste des clients à un niveau national. Asia a touché à la question de l'agriculture, qui est un des éléments, je pense, qui est le plus important quand nous parlons aujourd'hui de vouloir transformer l'Afrique ou de vouloir développer. Et est-ce que ces PME qui se mettent en place ou ces micro-entreprises qui se mettent en place sont sur la chaîne de valeur des différents produits agricoles qui existent sur le continent africain? Si tel n'est pas le cas, je pense que les questions de politique publique doivent aider à créer des incentives pour permettre à ces PME de pouvoir soutenir le secteur de l'agriculture. Après, pour beaucoup de ces entreprises, ce sont de petits montants. Et je prends l'exemple d'un article que je lisais où au Kenya, il y a une communauté qui a pu lever environ 1,65 million de dollars pour la lutte contre le Covid-19. Donc, il y a des sentiments de générosité qui se développent pour des questions de santé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à lever le même montant ou les mêmes capitaux pour pouvoir soutenir les petites et moyennes entreprises sur le continent africain? Et je pense que c'est peut-être là l'une des clés qu'on n'a pas encore vraiment utilisées. On est prêt à le faire dans des contextes comme, disons, les funérailles, où nous nous retrouvons tous pour pouvoir contribuer à ces situations. Mais je pense qu'il est temps qu'on pense aussi à contribuer de la même façon pour pouvoir aider les petites et moyennes entreprises. Il y a des choses qui se font, je pense, au niveau de toutes les institutions financières. Le rôle de la gouvernance, ou plutôt, disons, le rôle des régulateurs pour pouvoir permettre aux institutions financières de mettre l'accès au crédit à plusieurs, mais pas nécessairement du crédit, mais plus de capacités. Et comment renforcer les capacités de ces petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent déjà être fortes au niveau de leur marché local et aussi penser à s'étendre dessus, sur le reste du continent. Je m'arrête là pour l'instant, Amine. Alors, merci beaucoup, Karl. Merci pour ces explications. Je rappelle donc aux internautes qui nous suivent que notre numéro WhatsApp est ouvert. C'est le plus 225 57 99 14 43 plus 225 57 99 14 43. Vous pouvez appeler en direct et poser des questions à notre panel ou éventuellement aussi intervenir et apporter votre contribution. Et donc, je vais sans plus tarder donc, passer la parole au docteur Mahama Ouedraogo, donc, qui est le directeur du département des ressources humaines, sciences et technologies, en gros, département de l'éducation, sciences et technologies de la Commission de l'Union africaine. Docteur Mahama, le Covid n'est pas seulement une tragédie sanitaire et humanitaire, c'est aussi une tragédie économique, bien entendu, on vient juste d'en parler. Mais la pandémie, c'est aussi une tragédie pour les systèmes éducatifs et les systèmes de formation en Afrique. Donc, beaucoup de pays en Afrique tentent, vaille que vaille, de faire fonctionner leur système éducatif dans un moment de confinement. Donc, malgré le confinement, et beaucoup de personnes parlent désormais de l'éducation 3.0 en Afrique, c'est-à-dire une éducation qui utilise des outils modernes de communication et d'information. Mais on sait aussi, Dr Mahama, que Internet reste encore très peu accessible en Afrique et très peu de familles disposent en effet d'un ordinateur et on ne peut pas faire l'éducation d'un enfant avec un smartphone, vous en convenez avec moi. Et donc, et même quand ces familles ont des ordinateurs, très peu vraiment de pères, de mères, de papa et de maman ou de grands frères savent véritablement utiliser un ordinateur pour vraiment aider leur progéniture à mieux se former. Et même pour les étudiants, c'est un tout petit peu difficile. Alors, dans ces conditions, quels conseils
pourriez donner en tant que responsable continental, spécialiste des questions d'éducation et de formation, quels conseils d'abord donnerez-vous aux jeunes pères et mères de famille, aux jeunes aussi de manière générale, dont les enfants vont dans des écoles qui ne peuvent pas véritablement avoir les outils Internet et les mettre à la disposition de ces gamins et de ces gamines. Donc, quels conseils vous les donneriez? Et puis, ensuite, quels conseils donneriez-vous aussi aux acteurs publics, aux acteurs économiques pour pouvoir résoudre cette fracture numérique dans le monde donc, dans lequel nous évoluons en ce moment? Et finalement, pensez-vous, ça c'est une question subsidiaire, pensez-vous que les jeunes start-upers africains, donc les jeunes innovateurs africains, peuvent imaginer des solutions beaucoup plus pratiques, plus faciles à mettre en œuvre, et mieux adaptées à nos dures réalités africaines d'aujourd'hui? Docteur Mahama. Merci Amine pour cette introduction. C'est bien dit. La pandémie du Covid-19, c'est une tragédie. Je crois qu'elle restera une tragédie si nous n'arrivons pas à l'utiliser comme une opportunité pour vraiment développer plus ou moins notre système éducatif en Afrique, ainsi que tous les autres secteurs importants pour le développement économique africain. Clairement, il y a beaucoup de politiques, de cadres qui sont plus ou moins mis en œuvre par l'Union africaine, parce que ces cadres et politiques sont développés par les États membres. Et ce que nous faisons justement dans ce cas, c'est voir comment soutenir les États membres pour que durant la pandémie et aussi après la pandémie, ils puissent effectivement continuer à s'assurer que, bon, nous dispensons une éducation de qualité aux Africains pour qu'effectivement ils puissent contribuer à bâtir l'Afrique de demain. L'une des directives que nous avons mis en place, c'est l'utilisation bien sûr, de l'enseignement en ligne. Et ce que nous avons fait, c'est tout simplement dire ou de me conseiller aux États membres que l'éducation ne doit pas s'arrêter à cause de la pandémie. Il faut que nous trouvions les moyens pour que l'éducation puisse continuer. Et cela, justement, la façon la plus facile ou la plus aisée de le faire, compte tenu justement des différentes mesures pour lutter contre la pandémie, c'est l'enseignement à distance ou virtuel, comme on le dit très souvent. Donc, c'est vraiment le premier outil utilisé par la plupart des gens. La plupart des universités ont essayé, en tout cas, de faire migrer leurs cours pour que ce soit en ligne, pour que les étudiants puissent continuer à recevoir les cours. Ce n'est pas évident, justement, en Afrique, parce que l'Internet n'est pas directement disponible, bien sûr. Et s'il est disponible, ce n'est pas partout qu'on peut en jouir et de façon fiable et puis, bon, de telle sorte qu'on puisse effectivement dispenser un cours de qualité. Et dans certaines situations, bon, ça n'existe pas du tout. Donc, il faut voir quels sont les autres moyens qui existent. Et justement, ça me rappelle, par exemple, quand dans les bouquets DSTV, il y a une chaîne sud-africaine qui donnait des cours sur cette chaîne-là. Donc, l'enseignement par la télé est possible, la radio, c'est aussi possible. Et beaucoup de pays ont effectivement, se sont lancés dans cette forme d'enseignement, ce qui est une très bonne chose parce que ça permet quand même de faire continuer l'éducation pour que l'éducation ne s'arrête pas. Et il y a beaucoup de partenaires qui aident les pays tels que l'UNESCO, l'UNICEF, aussi les partenaires
je dirais, dans l'informatique, tels que HP, etc., contribuent vraiment à aider les États membres pour qu'ils puissent disposer d'un certain nombre d'infrastructures pour continuer à dispenser l'enseignement à distance. Là où ça n'existe pas du tout, et je crois qu'il y a des pays, bon, par exemple, si je prends le cas du Sud-Soudan, ce qu'il visait à faire, c'est comment utiliser la radio pour justement continuer à faire l'enseignement. Donc, tout cela, c'est des possibilités qui existent. Il y a aussi un maillon très important du système éducatif qui est l'enseignement préscolaire, qui est très important parce que c'est un stade où l'enfant peut vraiment apprendre et apprendre beaucoup. Et ce stade-là, plus ou moins, détermine dans une certaine mesure le succès futur de nos enfants. Et c'est un secteur qui n'est pas très développé en Afrique. Et je crois qu'avec l'enseignement à distance, il faut aussi qu'on trouve les moyens pour que cet aspect de l'enseignement ne soit pas aussi trop en arrière. En ce qui concerne, bien sûr, les familles, c'est s'assurer que, bon, mutualiser le peu que nous avons. C'est ce que nous avons toujours dit. Si il y a un poste téléviseur à la maison, bon, il faudra que peut-être le papa, la maman et les jeunes frères, peut-être se passent de leurs émissions préférées pour que l'enseignement qui est dispensé à travers la télé soit disponible. Même chose aussi pour que ce soit l'ordinateur ou bien le portable, pour justement faciliter l'accès des cours aux enfants. C'est une façon vraiment de se réorganiser en famille, bien sûr en se basant sur ce que nous avons comme moyen pour s'assurer que l'éducation doit continuer. Un peu plus haut, bien sûr, il faut bien sûr que l'État accompagne tout ce système. Et cet accompagnement, bien sûr, peut se faire surtout en s'assurant que, bon, on met en place des politiques qui facilitent l'acquisition de certains de ces équipements, le coût de l'Internet, comment effectivement faire de telle sorte que, bon, l'Internet soit facilement accessible, et le coût du poste radio ou du poste téléviseur, et surtout quand justement il s'agit d'éduquer les enfants. Bon, un troisième point rapidement, c'est concernant justement le secteur privé et bien sûr les jeunes en général, comment ils peuvent s'investir dans ce domaine de la transformation digitale de l'Afrique, comment justement innover pour qu'on puisse s'assurer que l'éducation est accessible à tous. Et je crois que c'est un domaine qui est vaste. Il y a la transformation, la stratégie sur la transformation digitale de l'Afrique qui a été adoptée par les États membres durant le sommet de février 2020. Et je crois que c'est une opportunité pour que justement nos jeunes frères se lancent dans ce domaine et pourquoi pas essayer de mettre en place des startups, des petites et moyennes entreprises pour justement faciliter l'accès de l'éducation. Il faut reconnaître que actuellement le public en lui-même ne peut pas satisfaire la demande en termes d'éducation. Et il faut que le privé joue un rôle très important. Et nous invitons justement les privés à s'investir davantage, à ne pas prendre la situation, par exemple, en cours telle que la pandémie pour ne pas rémunérer les enseignants, parce que si les enseignants ne sont pas rémunérés, il y aura peu de possibilités justement de contribuer à l'enseignement à distance. Il faut les former dans ces nouvelles technologies. Et je crois que tout cela, ça offre vraiment une opportunité pour que justement on arrive à créer des startups, des petites unités vraiment innovantes pour justement s'assurer que bon, l'Afrique peut aller de l'avant dans le domaine de l'éducation. Je m'arrête là pour le moment, Amen. Merci beaucoup, Dr. Ouedraogo. Nous allons passer au Dr. Ali Abdrahmane Agar, mais avant de passer au Dr. Ali Abdrahmane Agar, chers internautes, je voudrais vous rappeler donc notre numéro WhatsApp pour que vous puissiez poser des questions directement là-bas ou bien nous appeler.
sur le plus 225 57 99 14 43. Plus 225 57 99 14 43. Et je fais aussi un petit coucou au professeur Jean-Didier Boukongo, qui est connecté, qui est en train de nous regarder, professeur Jean-Didier Boukongo, qui est donc chef de département de droit à l'Université catholique et puis je pense directeur du Centre des droits de l'homme de l'Université catholique de Yaoundé. Donc nous allons passer au professeur Dr Ali Abdraman Agar. Dr Ali Abdraman Agar, donc le docteur Mahama vient juste de parler de l'importance du secteur privé dans l'éducation et le rôle qui leur est dévolu potentiellement en ce moment, spécialement durant cette pandémie du Covid. Il les interpelle, il les interpelle véritablement en tant qu'acteurs publics à continuer à faire des efforts supplémentaires pour pouvoir assurer la continuité pédagogique dans nos pays. Et nous avons donc parlé aussi beaucoup d'économie et d'entreprise avec tous les intervenants, mais très peu du rôle de l'État. Docteur Abdraman Agar, donc vous, en tant que membre du panel des éminentes personnalités du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, j'imagine, donc vous êtes un spécialiste de la gouvernance. Comme vous le savez, beaucoup d'analystes disent que le Covid est une opportunité pour réinventer nos États. Tout à l'heure, Cassandre, d'ailleurs, en a parlé et elle a donné plusieurs exemples. Mais en tant que spécialiste, comment pensez-vous que cela puisse se faire, spécialement dans un contexte de crise économique majeure? Nous sommes dans une crise économique majeure. Les États ont très peu d'argent. Beaucoup d'États ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Beaucoup d'investissements publics sont arrêtés. Les salaires même sont payés avec beaucoup de difficultés. Nos exportations ne marchent pas comme on le veut. Le FMI prévoit d'ailleurs une décroissance, une récession majeure donc en Afrique, probablement cette année. Alors, dans ces conditions extrêmement difficiles, est-ce qu'il est possible vraiment de mettre en place un nouveau contrat social entre les citoyens et les États? Dans quelles conditions? Et à quoi pourrait éventuellement ressembler ce nouveau contrat social que nous tous nous appelons de tous nos voeux, mais qu'on a, je dirais, du mal à véritablement définir. Docteur Ali Abdraman Agar. Alors, est-ce que nous avons le docteur Ali avec nous? Il est là, mais il est en mute. Il est là, mais il est en mute. Alors, essayons donc de le remettre. Voilà, je pense que… Voilà, bon? docteur Ali, voilà, c'est bon. Voilà, donc bonsoir, docteur Amine, et bonsoir aux invités, membres du panel. Je voudrais dire combien je suis content de participer à ce genre d'échange. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions et surtout celle de notre ami qui est directeur à l'Union africaine. Il y a beaucoup de problèmes. Le tableau est très noir, c'est vrai, mais nous ne sommes pas les seuls à connaître cela. Maintenant, comment faire pour que nos États puissent repenser l'après-Covid? Je ne suis pas quelqu'un qui croit au miracle. Je pense qu'il faut que les États concentrent leur réflexion sur ce qu'ils peuvent faire sans trop compter sur les autres, parce que la pandémie a démontré la fragilité de la coopération internationale de tout point de vue. Tous les États, à un niveau ou à un autre, dans un cadre de solidarité virtuelle, ont échangé, mais les États se sont battus individuellement. Je vous assure que de ce point de vue, s'il y a un exemple intéressant à citer, c'est le cas de Madagascar. Maintenant, comment sortir, comment repenser l'après-Covid? J'essaie de me concentrer sur ce que je sais faire le plus. Il faut repenser l'éducation. Parce que la pandémie a donné à comprendre qu'un pays où l'éducation est bien tenue, la discipline est là. Les gens respectent les instructions, les mesures barrières, etc. La respectabilité des mesures barrières est étroitement liée au niveau d'éducation des populations. Sur les 60 ans d'indépendance que nous avons passé tout notre temps à imiter. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'éducation. On a imité, on copie, on recopie, on laisse tomber, etc.
nous sommes passés de l'éducation de qualité à une sorte de massification où aujourd'hui, la réalité est que ce n'est plus de la scolarisation, c'est du n'importe quoi. Ce n'est ni de l'apprentissage, ni de la scolarisation. La tendance aujourd'hui est, comme tu le dis si bien, au 3.0. On n'essaie même pas de comprendre quelles sont les capacités que nous avons pour réaliser cet enseignement à distance. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement à distance dans un pays où il n'y a pas d'électricité, dans des pays où il n'y a pas de connexion, dans des pays où la gouvernance éducationnelle pose énormément de problèmes? Je voudrais ici rappeler, parce que les expériences valent ce qu'elles doivent valoir, vous savez, les Chinois, les Coréens ont passé 40 ans, 50 ans à asseoir une éducation de qualité pour être au niveau où ils sont aujourd'hui. Nous, il y a des pays qui marchent. Moi, j'étais dernièrement au Botswana, j'ai vu ce que c'est que le Botswana. Là où on met l'accent sur l'éducation, on repense plus facilement l'après-pandémie. Mais dans la majorité de nos pays, malgré l'optimisme de notre ami qui est au Sénégal, j'étais dernièrement au Sénégal, c'est un pays beau, etc., où les gens se battent, mais tout ne concourt pas à être afro-optimiste. Il faut peut-être être afro-réaliste, regarder nos problèmes en face et chercher à sortir par la porte qui peut nous faire sortir. Or, j'ai comme l'impression, et là, Amine, je crois que dans tes interventions très suivies par les Tchadiens, tu as toujours insisté sur le fait qu'il faut sortir du mimétisme intellectuel. Le mimétisme intellectuel nous amène à vouloir absolument faire du copier-coller pour trouver des solutions à des problèmes qui sont tout à fait différents des problèmes qui se posent ailleurs. Alors, l'économie, tout le monde sait que le FMI prévoit des problèmes, prévoit des difficultés de l'ordre de 3% du PIB mondial. Ça, c'est des chiffres. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Moi, je prends le cas du Tchad. Tout s'est arrêté et c'est là où les chiffres que vous avez donnés sont très intéressants. Quand on parle de 300 millions de gens qui sont dans le secteur informel, et lorsqu'on propose de réglementer le secteur informel, de faire en sorte que le secteur informel soit formel, c'est un discours que j'écoute depuis 1985, depuis que j'étais étudiant en 4e année. L'informel, le formel, le Club du Sahel, le STILS, l'OCDE. On a tellement écrit sur ces choses-là qu'aujourd'hui, l'informel continue plutôt de grossir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous faisons? Et quand on est au Tchad, on se rend compte effectivement que la pandémie a frappé là où ça fait mal. C'est le secteur qui nourrit majoritairement les gens, n'est-ce pas? C'est pourquoi, franchement, prenons le temps que cela doit prendre, et c'est là où l'intervention de notre ami de l'éducation de l'Union africaine est tout à fait pertinente. Prenons le temps que ça doit prendre. Ça va peut-être coûter une génération, moins d'une génération, mais sans une bonne éducation, toutes nos réactions ne seraient que amenées à être révisées 10 ans après, 5 ans après, etc., etc. La pandémie a fait découvrir notre vulnérabilité de la manière la plus transparente possible. C'est à peine si nous avons des États organisés. C'est à peine si nous avons une Union africaine. C'est à peine si nous avons une organisation une organisation des Nations Unies. Les États ont bougé seuls. Moi, quand je vois le Tchad, on a eu quelques interventions de la part de l'OMS, de gauche à droite, etc. Mais les États, c'est dans le cadre de la bilatéralité, de la coopération que les gens ont intervenu. Le Maroc a aidé, la Chine a aidé, la Turquie a aidé, etc. Un peu la France et tout. Mais globalement, je ne pense pas que ça ait été d'une grande importance, ces grandes organisations qui, dans la paix, ont des feuilles de route, etc., etc. Vous me voyez un peu pessimiste? Je ne le suis pas. Je suis plutôt réaliste. Et je veux que chaque État, chaque nation, chaque peuple, dans le cadre d'une dynamique universelle, se concentre véritablement sur ces vrais problèmes. Comme le font un certain nombre de pays. Les Coréens n'ont pas cherché ailleurs. Les Chinois, ils ont même refusé qu'on vienne les aider. Les Japonais se sont battus. Les Suédois se sont battus. Nous,
on a compris qu'il faut se battre. D'ailleurs, s'il y a quelque chose de bon dans cette affaire-là, et il y a quelque chose de malheureux et bon, c'est que cette pandémie a fixé toutes les personnes qui vont se soigner pour un mal d'oreille en France, au Tchad, en Afrique. Les responsables maintenant vont pouvoir penser à équiper les hôpitaux pour des moindres soins. Ce n'est pas la peine de prendre un avion, payer 1 million, aller se faire soigner en France, quand on sait que tout cela constitue un emploi, constitue des revenus, constitue un pouvoir d'achat supplémentaire, constitue une richesse, constitue de la valeur à des pays qui n'en ont d'ailleurs pas besoin, etc., etc. Ça, c'est le côté malheur est bon, et je crois que ce n'est pas une mauvaise chose qu'on échange comme ça à bâton rompu. Et au fur et à mesure du débat, on pourra dire les choses comme les gens voudraient qu'elles soient dites. Mais une chose est certaine, Amine, l'éducation est la base de nos capacités futures à réagir avec plus de rationalité, plus d'évidence, plus de souveraineté, etc., etc. Alors, merci beaucoup, Dr Ali Abdrahman Agar. Nous avons un débat extrêmement intéressant. Nous avons d'un côté donc Dr Ali Abdrahman Agar qui se dit afro-réaliste au lieu d'afro-optimiste ou pessimiste. Et puis, de notre côté, Asia, Karl et Cassandre, donc, qui sont des afro-optimistes. L'un dans l'autre, je crois que vous tous, avec le docteur Mahama aussi, vous avez attiré l'attention des uns et des autres sur l'importance de pouvoir prendre ses responsabilités. Je voudrais dire bonjour avant de continuer les questions à Kadia Moisson qui nous suit, qui a été donc du panel de la semaine dernière. Donc, coucou Kadia qui a posé beaucoup de questions, qui a fait aussi énormément de remarques. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur ces remarques. Mais je voudrais donc qu'on reste dans le domaine de l'éducation et puis de l'informel. Et là, je repars vers Cassandre, qui disait tout à l'heure qu'il était afro-optimiste. Nous sommes vraiment dans une période de transformation accélérée du continent. Et de l'autre côté, nous avons Dr Ali Abdrahman Agar qui tire la sonnette d'alarme en disant que peut-être qu'il faudrait qu'on s'assoie et qu'on regarde davantage c'est quoi exactement, plus ou moins avec précision, les changements dont nous rêvons et comment parvenir à ces changements tout en étant réaliste, en ne pas cédant, donc à ne pas céder. Il appelle les gens à ne pas céder aux sirènes de l'Afrique on the move, Lion on the move, tout ce que nous avons pu écrire. Je pense que je fais partie donc de ces gens aussi qui ont contribué plus ou moins à cette histoire d'afro-optimisme. On repart donc à Cassandre. Qu'est-ce que tu penses du discours de Dr Ali Abdrahman Agar et comment trouver le juste milieu à ton avis? Oui, merci Amine, c'est une excellente question et merci au docteur Agar pour mettre cette question sur la table. Je pense que les deux narratifs, en fait, n'ont pas nécessairement besoin de s'opposer tels qu'ils s'opposent aujourd'hui. Je pense qu'il y a effectivement des problèmes de fond sur le continent, il ne faut pas les nier. Il y a des populations qui sont dans des situations de vulnérabilité extrême. Il y a des programmes de l'État qui n'arrivent pas à les atteindre. Il y a un problème de l'éducation primaire ou de l'éducation pré-primaire. Il y a un problème de qualité de cette éducation, même si la question de l'accès a été quand même n'est plus un problème aujourd'hui. Et au Sénégal, effectivement, on peut en parler. La qualité de l'éducation primaire, secondaire, elle a décru au niveau ces 10, peut-être même ces 20 dernières années. Tout ça, on peut en parler. Et c'est des vrais problèmes qui ont besoin de vraies solutions. Mais en même temps, on a ces entrepreneurs qui démarrent des choses, qui créent des PME qui enthousiasment la jeunesse et qui viennent derrière résoudre ou commencer à s'intéresser à résoudre de l'intérieur en connaissant le contexte local et non pas avec des solutions de l'extérieur, certains problèmes. Et donc, c'est un peu, je dirais que on n'est pas obligé de fermer les yeux sur les problèmes existants de l'éducation, les problèmes de fond du continent, pour essayer malgré tout de pousser ces entrepreneurs, ces solutions innovantes qui sont promues par le continent et pour les aider, je dirais, à prendre de l'ampleur et à créer une dynamique positive.
autour d'elle. Alors, et puis, revenir rapidement sur la question d'éducation, oui, je dirais que la question du système éducatif dans leur ensemble, c'est une question qui est vraiment très importante et qui prendra peut-être à nouveau une génération et beaucoup de travail pour changer les choses. Mais alors, il y a deux choses. Un, c'est qu'aujourd'hui, un changement peut-être par rapport à 10-20 ans, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire dans le système éducatif pour arranger le système éducatif. L'état de la recherche en microéconomie fait qu'on a tout un tas, on sait aujourd'hui ce qui marche pas. On sait que distribuer des manuels scolaires en plus, ça aide les meilleurs élèves de la classe, mais ça n'aide pas la masse. On sait comment optimiser la taille des classes. On sait faire beaucoup de choses. Alors ça, déjà, c'est une grande différence par rapport à probablement il y a 20 ans. La deuxième, donc si on veut faire quelque part, même sur cette masse, aujourd'hui, on sait faire. S'il y a une volonté politique. La deuxième chose de l'autre côté, pour revenir sur ces Lions on the Move ou ces solutions enthousiasmantes issues d'un contexte local, c'est que pour beaucoup de ces solutions qui utilisent la technologie, on n'a pas forcément besoin d'avoir des gens qui ont fait toute leur éducation formelle, dans le système formel, avec une éducation primaire, secondaire, tertiaire, etc., et qui font bouger les choses. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment plein de possibilités pour aussi acquérir des compétences en ligne et pour venir acquérir des compétences en data science, acquérir des compétences en tout plein de choses qui permettent à une partie de la population, des gens qui sont des jeunes qui avaient un certain talent à la base, mais qui n'ont pas forcément appris tant que ça dans le système d'éducation formelle, de malgré tout venir raccrocher les wagons et venir participer aussi, eux, à l'histoire de Lions on the Move. Exactement, Cassandre. Permets-moi de t'interrompre et donc de rebondir sur ce point en posant une question directe à Ouedraogo. Tu l'as si bien dit, il y a beaucoup d'opportunités en fait de se former. Ça me permettra donc de recadrer le débat, de venir sur le sujet. Il y a beaucoup d'opportunités de se former en ligne. Mais on sait très bien qu'en Afrique, Internet est extrêmement difficile. Le docteur Abdraman Agar tout à l'heure disait que comment peut-on parler d'Internet dans un pays comme le Tchad, comme le Nigeria, la Guinée, Conakry, pour citer quelques-uns, où le concept même d'électricité, en réalité, reste à définir. Quand on parle d'électricité, ça n'existe pas, en gros. Dans ces pays-là, même on parle d'Internet, et là, on dit que les gens ont aussi des opportunités pour pouvoir se former par Internet. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, ces formations coûtent aussi de l'argent. Bien entendu, en dollars, ce n'est pas grand-chose. C'est 45 $ pour faire un certificat sur une des plateformes les plus connues en ligne. Coursera, par exemple, pour faire un certificat, c'est 45 à 50 $. C'est 30 000 quand même, et c'est en CFA pour les pays francophones, par exemple. C'est énormément d'argent. Alors, docteur Ouedraogo, comment résoudre ce dilemme, cette dualité? D'un côté, on dit que Internet apporte des solutions. De l'autre, on sait que nous sommes extrêmement pauvres. Nous n'avons même pas de l'électricité. Nous ne pouvons même pas payer donc ces formations. Et en même temps, nous sommes dans un contexte de Covid. Et Cassandre disait tout à l'heure, tout comme Asia ou encore Karl, que le Covid, c'est une opportunité pour pouvoir accélérer le changement. Comment résoudre ce problème rapidement? On a à peine une quinzaine de minutes qui nous restent. J'aimerais bien avoir le point de vue des autres à ce sujet. Docteur Ouedraogo. Alors, nous avons perdu le docteur Ouedraogo. Il est muté. Je suis là. Alors, docteur Ouedraogo. Ok, merci Amine pour cette question. C'est une bonne question, surtout après l'analyse réaliste du docteur Haga et puis, bon, les interventions des uns et des autres. Clairement, moi, je crois que nous avons plus ou moins la réponse à tous ces éléments. La tendance, bien sûr, c'est de savoir que, bon, en réalité, on n'est pas pauvre. Bon, pendant qu'on parlait, bon, moi, mon électricité est partie. Bon, heureusement que... heureusement qu'il y a toujours du jus dans la batterie. Mais je ne crois pas que nous soyons un continent pauvre. Nous sommes un continent très riche en termes de ressources
que ce soit de notre sous-sol, et même en termes d'êtres humains. Nous sommes un continent qui regorge vraiment, nous avons plus de 70% d'Africains qui ont moins de 35 ans. Ça, c'est des atouts que l'on doit vraiment capitaliser. Bon, les défis, bien sûr, les défis existent. Et quand Cassandra intervenait, elle faisait cas justement des pistes connues sur la base de la recherche qu'on peut effectivement mettre en exergue. Mais ceci dit, il faut justement qu'il y ait cette conviction politique pour que justement on arrive à aller de l'avant. Parce que tant que on ne va pas se rendre compte que la solution de nos problèmes existe ici, alors on va continuer encore 50 années plus tard, bon, moins de 50 ans, dans 43 ans, en 2063, on sera toujours au point de départ. Alors, bon, l'éducation... Oui, vas-y, docteur, oui. L'éducation est un domaine très important. Et je crois qu'il est important que malgré les difficultés que nous avons, l'Internet, l'accès à l'Internet, il y a des possibilités que nous pouvons vraiment ensemble trouver et justement s'assurer que, bon, nous pouvons mener l'enseignement à distance. Moi, par exemple, j'ai deux filles qui étudient à l'extérieur. Et je me dis que, bon, peut-être avec l'enseignement à distance, pourquoi elles doivent partir là-bas? Pourquoi ne pas rester à la maison et puis suivre les cours à distance? C'est la nouvelle norme. Donc, essayons de pousser dans ce domaine. C'est faisable. Il y a beaucoup de solutions qui existent. Les États m'en parlent, bon, des questions même des examens, comment faire les notations, tout ça. Mais je crois qu'il y a des solutions qui existent qu'on peut mettre en œuvre et bien sûr investir dans l'Internet. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Dr. Ouedraogo. Je pense que c'est une très bonne transition. Donc, tu viens de dire on peut très bien continuer à faire de l'éducation à distance. On t'a vu être victime aussi donc, des difficultés en matière d'électricité partout en Afrique. Là, c'est en Éthiopie où tu es basé à Addis Ababa pendant que tu es en train de parler d'Internet et d'électrification. L'électricité est partie et Ali Abdrahmane Agar disait la même chose pour N'Djamena. Eh bien, habituellement, on dit c'est l'Afrique, et puis bon, c'est comme ça. Je pense que personne sur ce plateau n'est d'accord que l'Afrique doit continuer par fonctionner de cette façon-là. Alors, je vais directement à Asia pour rebondir donc sur une question que j'avais posée tout à l'heure. Nous faisons face à un problème qui est quand même sérieux. On parle d'Internet, on dit qu'il faut faciliter l'éducation à travers l'accès à Internet. Les jeunes entrepreneurs ont du mal à payer leurs propres factures. On aimerait bien les former. On va créer des plateformes en ligne pour leur donner accès à de la formation et que cette formation puisse par la suite être transformée en un outil qui puisse leur permettre d'accéder au financement. Mais déjà, il n'y a pas Internet ou Internet est cher, ils n'ont pas les moyens de se les payer. Et ensuite, il y a des problèmes d'électricité. Alors, toi qui travailles sur ce genre de problématiques et qui met en place des solutions de financement, qu'est-ce que tu entrevois pour ça? D'abord, juste, je veux revenir rapidement sur l'éducation parce que le sujet est vraiment très intéressant. L'éducation est la base, a dit le docteur Ali, et on en a beaucoup parlé. Je pense qu'il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est la nutrition, la sécurité alimentaire, la nutrition, parce que lorsque nos enfants n'ont pas accès à la bonne nutrition, ben, malheureusement, ils n'ont pas le potentiel pour apprendre et contribuer au développement de leur pays. Et ça m'a interpellée quand on parlait d'éducation, parce que c'est un sujet aussi qui compte. Et j'ai regardé rapidement les taux de malnutrition chronique du Tchad, parce qu'on parlait du Tchad, qui sont à 40%. Donc, énorme. Et donc, je pense que la question est plus large juste que les différents aspects sur lesquels on parlait. Et vraiment, je pense que ce qu'a dit le docteur Ali, avec sa vaste expérience, c'était très compelling, comme on dit. Et pour moi, il y a des enjeux qui sont aussi des enjeux de gouvernance. Et c'est des éléments qu'on devrait repenser de l'intérieur. Après, sur la question de l'éducation, moi, je pense qu'il faut être réaliste aussi. Mon expérience personnelle, j'ai vécu le confinement en France, parce que je suis basée à Paris depuis le début du confinement, en fait, au beau milieu de Paris. Et je peux vous dire que les problématiques d'accès à l'Internet, de parents pas forcément capables d'aider les enfants à faire les devoirs en fonction de leurs milieux sociaux sont les mêmes.
Donc, je pense qu'il faut trouver des solutions idoines, peut-être des solutions qui se rapprochent davantage de qui nous sommes et de comment nous fonctionnons. Sur ce que tu viens de mentionner avec les différentes plateformes, Coursera, oui, mais bon, je ne sais pas si vraiment Coursera, déjà, il y a le problème des langues. Est-ce que c'est vraiment adapté? Je crois que c'est une question difficile. Moi, à mon niveau, et ce que nous faisons, ce que fait l'institution pour laquelle je travaille, c'est surtout du financement, surtout du digital. Et donc, la question de l'éducation des plateformes éducatives digitales, c'est important. Mais si on parle d'une population qui n'a même pas, qui a peu accès à Internet, ou si on parle de jeunes qui, comme on dit, se cherchent tous les jours, je crois que ce n'est pas forcément réaliste de se dire que ces gens-là vont aller s'asseoir et suivre un cours Coursera et puis en plus payer 30 000 pour ça. Donc, pour moi, le débat, c'est plutôt en matière d'éducation, trouver, peut-être se rapprocher un peu de ce que Karl disait, trouver d'abord... les formations doivent répondre à un besoin, premièrement, et puis ensuite, trouver la manière de faire. Oui, le digital, mais est-ce que la manière de faire, c'est vraiment d'aller s'inscrire à un cours Coursera ou un cours, j'ai dit Coursera parce que c'est l'exemple que tu as donné, mais... Donc, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, ça, c'est une question déjà fondamentale à laquelle il faut répondre avant d'aller plus loin. Alors, absolument, Asia, je te remercie de m'avoir donné donc la parfaite transition. Pour aller chez Karl, tu le dis si bien, Coursera, c'est une plateforme. Après, les gens ont des difficultés, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, même pour cette plateforme-là, qui est gratuite sur Facebook, il y a plein de gens qui m'ont dit, écoute, Amine, on n'a pas de crédit de communication pour pouvoir se connecter pendant une heure et demie et suivre les débats et les conseils que tes panélistes vont apporter. En revanche, et ça, ce que je leur ai dit, ils ont de l'argent, des crédits de communication pour suivre les débats politiques. Et là où on insulte les leaders, là où on les critique, ça, par contre, ça attire énormément de personnes, mais c'est genre le débat. Vous le voyez, on a encore du mal. Donc, de toute façon, l'un dans l'autre, il va falloir qu'on encourage les gens véritablement à se former. Et donc, je vais chez Karl. Je reviens en tant que banquier, et c'est ma dernière question. Après, je vais demander un tour de table à chacun, parce qu'on va conclure donc dans 10 minutes. On a passé un tout petit peu le temps qu'on s'était donné. Donc, en tant que banquier, et d'un côté, on a donc entrevu les solutions que le secteur public international, plus ou moins, essaye d'imaginer, les solutions que les États imaginent. On a aussi des solutions au niveau de l'Union africaine. Et bien entendu, Dr Ali, donc, qui est vraiment afro-réaliste, qui a tiré plusieurs sonnettes d'alarme sur plusieurs aspects liés à l'éducation et à la formation. Karl, quel serait ton dernier mot à ce sujet? Et puis ensuite, tu fais le tour de table. Alors, je pense que pour moi, il y a 3 points. Le premier, c'est d'abord la question de l'identification. Il y a 60% d'Africains qui n'ont même pas un extrait de naissance. Donc, on peut bien parler d'éducation, mais il faut planifier. Sans planification, en ce moment, on est un peu on fait du guessing. On n'est pas dans de la planification qui permet de répondre aux problèmes. Le Covid-19 a bien montré qu'aujourd'hui, pour répondre à cette maladie, à cette pandémie de façon efficace, on a besoin de données. Et en n'ayant pas de données, ça crée énormément de problèmes. Alors, ensuite, si on va sur les questions essentielles, il faut que l'Afrique s'industrialise. Et l'industrialisation voudra dire que les compétences nécessaires à cette industrialisation se trouveront soit sur le continent où les entreprises mettront les formations nécessaires. Je vais donner 2 exemples. Au Nigeria, il y a une compagnie qui s'appelle Tolarama qui a commencé à produire des nouilles, je crois, dans les débuts des années 90. Les Nigérians ne mangeaient pas de nouilles à l'époque, mais aujourd'hui, c'est l'un des produits qui est le plus acheté. Pourquoi? Parce que généralement, les populations qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent vont acheter des produits qui leur permettent de pouvoir se nourrir et avoir en quelque sorte le nécessaire pour la journée. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a le garba et d'autres plats qui permettent au fait à ces populations de pouvoir évoluer. L'autre exemple, c'est le Maroc. Quand le Maroc a commencé à penser à l'industrie aéronautique, beaucoup de personnes ont pensé que c'était un rêve sur la Lune. Mais en le faisant, ils ont permis de créer les compétences nécessaires au niveau local pour pouvoir aujourd'hui
être des fournisseurs pour l'industrie aéronautique. Donc, si nous voulons régler ces questions, il faut que l'éducation ait un objectif précis, c'est l'emploi. Mais s'éduquer pour s'éduquer et de dire qu'on a des bouts de papier, c'est sympa, mais ce n'est plus le modèle dont on a besoin. Donc, je pense que la banque, d'une manière générale, elle crée des systèmes, elle renforce des systèmes, et le système bancaire va s'adapter aux besoins de l'économie. Aux besoins de l'économie. Et cet engrenage-là, si on ne le fait pas à travers l'industrialisation, l'éducation ne va pas régler ces problèmes. Parce qu'on aura des gens qui sont éduqués, on en a plein, qui ont beaucoup de diplômes, mais on nous dit qu'il y a un mismatch. Oui, il y a un mismatch parce qu'on n'a pas fait la transition de l'agriculture vers le manufacturing, vers l'industrialisation. On est resté des exportateurs et les exportations ne règlent pas ces questions d'éducation ni de développement du continent. Merci beaucoup, Karl. Merci. J'ai donc une transition. Tout à l'heure, Assia a parlé des questions donc, de nutrition et d'éducation qu'on n'a pas beaucoup évoquées, qu'elle a évoquées, je pense, avec brio, mais qui sont des questions extrêmement importantes. Sans alimentation, sans une bonne nutrition, il a été prouvé qu'on ne peut pas obtenir un bon système éducatif. Esther Duflo, prix Nobel d'économie, a conduit des expériences, par exemple, au Kenya et en Inde, des expériences qui ont montré que des enfants qui ont été contaminés par des vers intestinaux, qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas obtenu de bons soins, qui n'ont pas eu une bonne nutrition, par la suite, 20 ans après, on a calculé, on a trouvé que ces enfants avaient des résultats scolaires qui étaient beaucoup moins bons que ceux qui avaient une bonne alimentation, qui avaient aussi reçu d'excellents soins. Et donc, ça me permet de faire la transition directement avec Dr. Ali Abdrahman Agar sur la question donc, de l'éducation. Dr. Ali Abdrahman Agar, quel serait votre dernier mot pour ce panel pour aujourd'hui? On va revenir sur ça lors d'un prochain panel. Très vite. Oui. Non, je voudrais vraiment dire à mon jeune frère Karl qu'on s'éduque pour s'éduquer. On ne s'éduque pas pour trouver un travail. On va à l'école pour s'éduquer et c'est en étant éduqué qu'on crée les possibilités pour que d'autres puissent avoir de l'emploi. Il faut sortir d'un certain nombre de schémas, excusez-moi, de banquiers. On n'est pas dans la rentabilité de l'éducation. Elle est rentable à 100% l'éducation. Et c'est pas. Je vais finir par, Amine, te raconter une petite histoire pour un peu égayer tes amis. On était en visite en Chine avec le chef de l'État tchadien et le président tchadien a demandé à son homologue chinois le secret de la Chine. Le président chinois, en bon chinois, ils ne sont pas très bavards, il a répondu en 2 mots. Monsieur le Président, le secret de la puissance de la Chine, c'est l'école. Voilà. Donc, la discipline, on l'obtient à l'école. Avec des gens éduqués, c'est un peu plus simple. J'invite Karl à venir voir comment on circule dans nos rues. Amine connaît. L'Afrique ne peut pas sortir avec le taux d'ignorance que nous avons aujourd'hui. Et l'emploi, c'est une conséquence de l'intelligence. Et l'intelligence, elle est étroitement liée au niveau d'éducation. Plus vous êtes éduqué, d'ailleurs on dit tel père, tel fils. Moi, je m'amuse souvent à dire à mes étudiants, telle éducation, tel pays. Telle éducation, tel pays. Et il faudrait qu'on mette vraiment les moyens sur cette question-là. La pandémie a démontré que plus vous êtes éduqué, plus un pays a des gens éduqués, mieux les gens se sont portés. Je prends le cas du Maroc. Les Marocains ont mieux géré que tout le monde la pandémie. D'ailleurs, leur roi, Mohamed, s'est fait opérer du cœur au Maroc. Et le Tchad a reçu une aide assez substantielle du Maroc. C'est l'éducation. Merci Amine, vraiment tu fais un très très grand travail et je ne pourrais pas ne pas dire aux panélistes que non seulement tu as été un étudiant, mais tu as été un brillant étudiant. Donc, voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, j'ai plusieurs questions donc, qui ont été posées par le public. Il y a Josiane Ouadab qui a posé une question sur l'entrepreneuriat. Kadia Moisson aussi qui a insisté sur la nécessité en fait, de former et de créer les conditions nécessaires pour que l'entrepreneuriat puisse se développer, puisqu'il y a des millions de jeunes Africains qui vont venir sur le marché de l'emploi dans les prochaines années. On parle de 300 à 400 millions à l'horizon 2050. Vous voyez un peu, donc, c'est pour ça que beaucoup d'organisations parlent d'une espèce de vague démographique qui va venir, d'où l'importance de l'éducation. Il y a aussi Roberto Ciofo qui a aussi parlé de l'éducation. Il y a bien entendu Youssouf Korda Hashim qui a aussi parlé de l'éducation. Il y a beaucoup d'intervenants qui ont posé des questions donc, sur l'éducation et puis sur l'importance de créer les conditions nécessaires pour que l'économie puisse se développer et puis spécialement pour que le secteur informel puisse continuer à attirer l'économie en devenant beaucoup plus formel. Et donc, je repose cette question à Cassandre, donc, qui est aussi, je pense, une spécialiste donc, du secteur du développement et puis spécialiste du secteur de la formalisation des économies informelles. Cassandre, à ton avis, comme mot de la fin, que doit-on faire, premièrement, pour renforcer la productivité du secteur informel, faciliter leur accès au financement et puis faire en sorte que ce secteur informel puisse se formaliser et créer donc des emplois qui soient des emplois sécurisés. C'est extrêmement important, des emplois sécurisés, des emplois qui puissent respecter, des emplois dignes, en fait, c'est extrêmement important. À toi, Cassandre, donc, comme un tour de table pour le mot de la fin. Merci, Amine. Vraiment très brièvement, parce que c'est une question qui est très vaste et sur laquelle je ne voudrais pas dire que j'ai une expertise particulière, mais oui, la formalisation des entreprises, ça a été prouvé et ça aide à leur pérennité et ça aide. Ça c'est quelque chose qui a été prouvé. Il y a plusieurs manières de faire. Une des choses que font un certain nombre d'États, c'est vraiment la simplification des démarches administratives, amener en fait les entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui informelles vers le secteur formel par la simplification des démarches administratives. Ça, c'est un des grands piliers. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'États aujourd'hui en Afrique qui vont, elles, aller se rapprocher des structures informelles et les aider encore plus au-delà de la simplification des démarches administratives. Bon, au Sénégal, il y a la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui fait ce travail d'accompagnement de ces structures informelles pour les aider, les financer, etc. Donc, ça, c'est un petit peu les deux piliers qu'on voit à la formalisation de ces entreprises qui, comme tu le dis, est vraiment important pour leur pérennisation. Alors, je te remercie beaucoup, donc, Cassandre. Je crois qu'il nous reste maintenant Asia et puis le docteur, non, c'est plutôt le docteur Ouedraogo, si je ne me trompe pas. Donc, pour le mot de la fin, docteur Ouedraogo, avant qu'on ait conclu. Merci. Ouais, merci, Amine. Je crois que mon dernier mot, c'est encore faire une emphase sur le développement du capital humain. C'est très important. Bien sûr, nous connaissons tous la crise que l'éducation africaine traverse actuellement. Bien sûr que c'est empiré par la pandémie. Et la nécessité, bien sûr, que nous ne pouvons pas industrialiser l'Afrique sans justement bâtir un capital humain conséquent pour arriver à le faire. Clairement, la qualité de cette main-d'œuvre ou de ce capital humain est aussi liée plus ou moins, ou plus ou moins détermine la productivité et la capacité d'innovation des pays africains. Donc, bien sûr, il faut que nous attenons à définir et à s'entendre sur les objectifs de notre système éducatif, tout en sachant bien sûr que l'éducation doit être utilisée justement pour contribuer à répondre
certains maux, aux défis que nous connaissons en tant qu'Africains. C'est ce qui fait d'ailleurs que bon, le système tel que nous le connaissons, qui est plus ou moins importé, n'arrive pas justement à être flexible, à s'adapter justement pour que l'Afrique puisse résoudre ces problèmes. Voilà ce que je voulais te dire. Merci encore pour cette opportunité, pour ce débat très important. Alors, donc, chers internautes, chers amis, chers panélistes, je voudrais vous remercier. Peut-être l'un ou l'autre a un dernier mot à partager avec les internautes, un dernier conseil, dernier truc et astuces. Oui. Alors, donc on va conclure donc la soirée de ce dimanche. Notre thème tournait donc autour de la réinvention donc, de l'entrepreneuriat dans le contexte du Covid. Donc, comment relancer votre business. Nous avons amené sur le plateau des spécialistes du financement, des spécialistes de l'éducation, des spécialistes des politiques publiques, donc qui ont partagé avec vous ce qu'ils font, comment ils le font, les solutions qu'ils ont ou qu'elles ont entrevues et qu'ils ou elles sont en train de mettre en place. Ils et elles ont partagé donc beaucoup d'informations avec vous. Pour ma part, je voudrais conclure sur les éléments suivants. Nous vivons donc dans un contexte extrêmement délicat. En ce qui concerne les emplois, énormément d'emplois sont menacés, mais il y a aussi beaucoup d'emplois qui sont de plus en plus demandés. Et pareillement pour le business, il y a beaucoup de secteurs qui sont menacés en ce moment, comme le secteur de l'hôtellerie, le secteur de la restauration, sur place, hein, pas le secteur de la restauration à distance, mais il y a beaucoup de secteurs qui sont aussi de plus en plus demandés. Il est donc utile qu'en tant qu'entrepreneur ou jeune chercheur d'emploi, vous vous asseyez et vous faites une analyse de la situation pour savoir quels sont les emplois qui vont être de plus en plus demandés. Les emplois d'informaticiens sont de plus en plus demandés, les emplois de centre d'appel sont de plus en plus demandés, les logisticiens, les planificateurs, toutes les personnes qui sont spécialistes aussi des réseaux, aussi bien technologiques que de réseaux humains, de relations publiques, de communication sont de plus en plus demandés. Et donc, il est important que vous puissiez regarder vers cette direction. Pareillement aussi pour le milieu, pour le business et pour l'entrepreneuriat, la restauration à distance, les services de livraison à domicile, tout comme la logistique, sont aussi des métiers ou des opportunités d'affaires qui sont de plus en plus demandées. Et donc, il va falloir peut-être reconsidérer vos activités et voir dans quelle mesure vous pourrez éventuellement, en tant que micro, petite ou moyenne entreprise, spécialement micro ou petite entreprise, réinvestir dans d'autres secteurs qui sont beaucoup moins menacés, le temps que l'économie puisse se relancer. Pour ceux et celles qui veulent être, qui ont du mal, pensez aussi au travail autonome, hein, en tant que consultant ou consultante, c'est extrêmement important. Vous pouvez le faire. Aujourd'hui, on peut être consultant ou consultante en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui parlent deux ou plusieurs langues qui peuvent aussi se positionner comme entrepreneur, comme interprète ou comme traducteur ou comme traductrice. Il y a des formations en ligne, des formations à distance que vous pourrez prendre qui vont vous permettre d'avoir un certificat en quelques mois et vous repositionner éventuellement comme interprète ou comme traducteur. C'est un métier qui paye bien et c'est un métier qui est extrêmement intéressant. Je pense, pensez aussi donc à élargir votre réseau. Regardez autour de vous sur LinkedIn, sur Facebook, sur la plupart des plateformes professionnelles. Utilisez donc vos crédits data pour faire quelque chose d'utile plutôt que de suivre les batailles entre les politiciens ou entre ceux et celles qui n'aiment pas les politiciens ou ceux et ceux qui combattent souvent le régime en place ou les gouvernements. Je pense qu'on n'a pas vraiment le temps. C'est le combat qui, ça peut être important pour faire de l'activisme, mais pensez aussi à vous et donc utilisez votre temps et vos crédits pour faire quelque chose d'utile pour vous-même. Et puis, bien entendu, comme je vous l'ai dit la dernière fois, formez-vous. Tout à l'heure, Asia et tout le monde a dit qu'il y a beaucoup de plateformes qui donnent des formations qui ne coûtent pas cher, qui sont aussi gratuites, donc formez-vous. Et dans le cadre de cette plateforme, donc c'est facile, voilà comment ça marche. Nous nous sommes engagés à vous aider à refaire vos CV, si vous le voulez, à confier vos CV à notre réseau, à nos experts qui pourront aussi éventuellement vous aider, vous conseiller. Il suffit donc de nous contacter à travers notre numéro WhatsApp ou à travers la page et nous vous mettrons en contact avec des personnes de bonne volonté qui veulent très bien vous aider. Donc, sur ces, mesdames et messieurs, chers internautes, je pense que nous vous avons pris énormément de temps. Je voudrais vraiment, en votre nom
remercier notre panel, donc Dr Ali Abdraman Hagar, donc, qui est recteur de l'université HEC au Tchad, ancien recteur de l'université de N'Djamena, ancien secrétaire général à la présidence, Kassan Pignon, donc, qui est spécialiste des politiques publiques, ingénieur, je pense, pont et chaussée, à la base, ancien diplômé de l'école Harvard Kennedy School, donc, qui dirige l'antenne de ID Inside basée à Dakar pour l'Afrique. Karl Malan, qui est donc directeur des opérations, et directeur général par intérim, je pense, de la Fondation Ecobank, qui fait énormément de travail. Asia Sidibé, donc, qui travaille pour un fonds d'investissement pour les Nations Unies, dans un fonds qui investit dans l'entrepreneuriat des jeunes ici en Afrique, qui a travaillé aussi à l'African Risk Capacity ici à Johannesburg. Et finalement, Dr Mahama Ouedraogo, donc, directeur du département éducation, ressources humaines, sciences et technologies de la Commission de l'Union africaine, qui ont tous vraiment nous ont donné leur temps extrêmement précieux, qui ont partagé conseils, astuces, trucs et astuces avec nous. Et donc, merci vraiment encore pour votre attention. Et nous vous retrouvons la semaine prochaine, dimanche, même heure, sur le même plateau, avec de nouveaux invités. J'annoncerai le thème de la semaine prochaine dans quelques jours et le nom aussi des invités. Merci encore une fois. Je vais arrêter le live. Merci à tous les panélistes. Merci à Amin.